Cette rencontre ce matin est née d'un désir, le mien, de placer moi-même le point de capiton de la période qui s'est écoulée depuis le 1er mars de cette année et durant laquelle quelque chose a eu lieu. Quelque chose a eu lieu d'assez marquant, d'assez bouleversant, pour que je puisse dire que, à la suite, s'ouvrait pour le champ freudien une année zéro. Une année zéro, c'est-à-dire un recommencement, un redépart, une relève, une transfiguration, une Aufhebung, selon le terme de Hegel. Et je l'ai dit comme cela m'est venu, tout recommence sans être détruit pour être porté à un niveau supérieur. Et en un sens, je me suis dit cette nuit, en un sens, c'est ça le point de capiton que je cherchais. C'est le signifiant année zéro. C'est le signifiant qui interprète la période écoulée en ce qui concerne le champ freudien. Alors, est-il juste d'appeler ça une interprétation? Il me semble que oui. Une interprétation, c'est d'abord un signifiant qui percute, qui fait des vagues, et le texte que j'ai intitulé « Champ freudien année zéro » et qui a été diffusé sur Internet, a en effet fait des vagues dans le champ freudien et bien au-delà de ce que j'en prévoyais. Une interprétation, c'est un signifiant qui percute et dans un second temps, un effet de signification à éclaircir. Un énoncé, un texte à dérouler. Et c'est ce dont il s'agit ici. Disons, en première approximation, que quelque chose a été touché, a été mis en question, et même mis en cause, dans les fondements même du discours analytique, parce que l'école de la cause freudienne unanime au niveau de ses instances, s'est trouvé faire ce qui, à ma connaissance du moins, n'avait jamais été fait dans l'histoire de la psychanalyse. C'est-à-dire débouler sur la place publique, prendre parti dans une consultation électorale, en appeler à l'opinion des concitoyens et se mobiliser sur toute l'étendue du territoire national. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la psychanalyse. Là, nous avons fait un pas. Et c'est le nôtre. Nous avons à en rendre compte et à le fonder.
cela ne saurait nous être indifférent que jamais on ait fait cela dans l'histoire de la psychanalyse. Car depuis le début, le champ freudien joue la partie de Lacan. Le champ freudien joue la partie que Lacan a engagée au moment de fonder son école, en juin 1964, le 21 juin, dans un mouvement d'opposition au cours que suivait alors l'organisme établi par Freud lui-même afin de dire le vrai sur le vrai quant à la psychanalyse, pour surveiller et pour orienter la pratique de la psychanalyse et son devenir. Ce que Lacan donc a fondé en 1964, il y a 53 ans, ce fut une école dissidente, une école en rupture, mais qui prétendait restaurer, rétablir la vérité freudienne, revenir à la source freudienne. Et je crois que je peux lire le paragraphe, le seul qui dans l'acte de fondation, expose les finalités de cette fondation. Le reste du texte étant consacré à mettre en place, à minima, un fonctionnement. C'est la page 229 des autres écrits. Le second paragraphe. Dans le premier, Lacan donne le nom provisoire qu'il avait trouvé pour son école, l'école française de psychanalyse, réservant par prudence son nom qui allait être définitif d'école freudienne de Paris. Ce titre, dit-il, dans mon intention, au fond ce paragraphe ne fait qu'une seule phrase, représente l'organisme où doit s'accomplir un travail qui, dans le champ que Freud a ouvert, restaure le socle tranchant de sa vérité, qui ramène la pratique originale qu'il a instituée sous le nom de psychanalyse dans le devoir qui lui revient en notre monde, qui, par une critique assidue, y dénonce les déviations et les compromissions qui amortissent son progrès en dégradant son emploi. Voilà donc, en une phrase, poser une fondation, une ambition, et c'est encore ce paragraphe, cette fondation, cette ambition qui a animé la fondation de l'école de la cause freudienne. C'est-à-dire que l'école de la cause freudienne a reprise à sa charge, a repris à son compte ce cahier de charges, et qu'elle joue donc la partie de Lacan, la partie que jouait Lacan avec la psychanalyse.
et donc que ce que nous ayons fait n'ait jamais été fait, nous oblige à rendre compte, si je puis dire, au regard de la psychanalyse, d'assumer ce pas au regard de la psychanalyse. C'est un fait qu'au terme de 16 années, Lacan décida de dissoudre l'organisme qu'il avait créé en juin 1964. Il l'a dissous comme étant désormais inapte, comme fonctionnant, a-t-il dit, à rebours de ce pourquoi il l'avait créé. Ce fut alors, en 1980-81, la dispersion des élèves de Lacan, leur diaspora, et ce qui distingua l'école de la cause freudienne entre tous les groupes qui alors se formèrent, c'est sans doute qu'elle fut, selon ces termes, adoptée par Lacan et présidée par lui la dernière année de sa vie. C'est surtout que cette école fut fondée sur la décision de prendre la relève de l'école freudienne de Paris quant à sa finalité fondamentale. Et donc, la décision de se mettre dans le sillage de l'acte de fondation de Lacan. Ce fut alors certainement une année zéro. Tout était à recommencer en 1981 pour être porté à un niveau supérieur, mais à partir d'un champ de ruines, car tout, ou presque tout, avait été démoli. Je dis, enfin, j'ai repris ma formule pour être porté à un niveau supérieur. En quoi un niveau supérieur? D'abord en ceci que l'école freudienne de Lacan avait été de Paris. Et certains ont même dit, non sans pertinence, que c'était l'école de la rue de Lille. C'était l'école de ceux qui étaient passés par la rue de Lille. Lacan, quand il s'est aventuré plus loin, n'a connu, disons-le, que des échecs. En Belgique, où il se rendit souvent, il avait des élèves, il espérait d'eux qu'ils créent une école de son orientation, ils préférèrent s'aboucher avec des collègues de différentes orientations que Lacan tenait pour étrangères, pour certaines, pour étrangères à la psychanalyse, et ce fut l'école belge de psychanalyse. En Italie, où il allait avec une grande dilection, il eut des analysants, il essaya 1000 stratagèmes pour obtenir d'eux la création d'un groupe, d'une communauté, il échoua. Ne parlons pas de la Suisse, de Genève, où il arriva de faire quelques visites. C'est la Société psychanalytique de Paris qui prit racine là-bas. L'Espagne n'existait pas du point de vue psychanalytique à Paris, et seule l'Argentine fit un signe
à travers la personne d'Oscar Massota, qui se déporta ensuite en Espagne, où il fut largement à l'origine de ce qui existe aujourd'hui. Enfin, dans les tout derniers temps de l'école freudienne de Paris, quelques Argentins commencèrent à voyager, à visiter Lacan parfois. L'ECF, l'école de la cause freudienne, ça a été d'emblée tout à fait autre chose. D'emblée, l'école de la cause freudienne, si je puis dire, a pensé monde. La première rencontre internationale, qui est devenue première parce qu'elle a eu une suite. Au début, c'était la rencontre internationale, eut lieu à Caracas en 1980, avec la présence de Lacan, son dernier séminaire public, et ça reste le fondement de ce qui s'est développé ensuite et nous a donné l'Association mondiale de psychanalyse, dont Michel Bassols, ici présent à la droite, est l'actuel président. Ça a donc été le début d'une longue série de rencontres, et d'emblée, l'école de la cause freudienne a été, si je puis dire, déportée hors de Paris et a veillé à ses responsabilités à l'égard des collègues d'ailleurs. Au fond, depuis la création de l'école freudienne de Paris, il s'est passé 53 ans. Et ces 53 ans, au fond, se partagent comme ça. 16 ans a duré l'école freudienne de Paris, et nous sommes à la 37e année de l'école de la cause freudienne. Il s'est passé, c'est-à-dire que maintenant nous avons plus du double de l'âge de l'école freudienne de Paris. Ça n'est pas tout, mais c'est quand même quelque chose que de durée. Si c'est ça 64, il y a eu en 67, on peut dire, nous le verrons tout à l'heure, avec le travail d'Hervé Castanet, il y a eu la crise de la passe qui, d'une certaine façon, déjà conditionnait la dissolution de cette école. Alors, quel est le pas que nous avons fait en 2017 ? On peut le qualifier d'un terme sartrien qui est passé dans le langage courant. S'engager. C'est un terme sur lequel il faudra revenir. Enfin, sans doute l'an prochain. Ici, ça n'est que... Je limite ce que j'ai à dire à cette idée de points de capitaux. Il y a une dialectique de l'engagement qui vaut la peine de reconstituer chez Sartre. Il vaut aussi la peine de revenir à sa source, qui est à trouver chez le premier Heidegger, celui d'être étant. Et à ce propos, enfin, chez Heidegger,
je n'ai pas relu Être et temps pour la circonstance, mais chez Heidegger, le terme qui est mis en évidence, c'est le terme de résolution. Le Dasein se résout à anticiper une action, et tout tourne autour de ce que Heidegger appelle der Augenblick, l'instant. Jean Beaufret, qui a été le maître des études heideggeriennes en France, qui est allé chercher Heidegger lorsque celui-ci n'en menait pas large au moment de la dénazification. Et Dieu sait qu'il avait des raisons pour ne pas se sentir tout à fait blanc. Beaufret, qui était allé le voir à l'époque, et qui était professeur de Cagne à Condorcet, je crois, est devenu le Heideggerien français qui a formé une école vaillante de traducteurs, de commentateurs. Beaufret a été le patient de Lacan. Et c'est par Beaufret que Heidegger a visité Lacan à sa maison de campagne de Guitrancourt. Beaufret a écrit un livre, justement, qui passe de Sartre à Heidegger, qui s'appelle De l'existentialisme à Heidegger, et qui définit très joliment der Augenblick de la façon suivante. L'instant, c'est ainsi le présent qui soudain prend un sens. C'est l'existence elle-même, soudain mobilisée, qui s'illumine présentement dans ses possibilités les plus profondes, devenant par là et de fond en comble, affrontement ou résignation, résolution ou abandon, libération ou servitude, face à l'alternative qui la met en demeure de décider d'elle-même en choisissant. Si l'on regardait au vieux sens des mots, il écrivait d'une façon un peu précieuse, Beaufret, si l'on regardait au vieux sens des mots, la meilleure traduction de l'allemand Augenblick serait le français choix, car le sens ancien de choisir est voir. Nous avons ici sans doute la source de l'instant de voir. Et en effet, sur l'indication que je retrouvais de Beaufret, je suis allé regarder le Bloch et von Warburg, qui indique en effet que choisir, qui est attesté au XIIe siècle, signifie surtout apercevoir jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et alors, notation intéressante qui est confirmée dans le dictionnaire historique de la langue française de Robert, aujourd'hui le sens de regarder, le sens de choisir, le sens de regarder pour le mot choisir, ne survit qu'en Suisse romande. Et donc, la première question que nous pourrons poser à notre ami Ansermet quand il viendra ce soir, c'est est-ce qu'il a cet usage du mot choisir. Le dictionnaire de la langue historique de la langue française explique que le mot choisir vient du gothique kauschen, qui veut dire goûter, examiner, éprouver, et qui a la même racine que gustare en latin. C'est-à-dire choisir, c'est goûter. Et le sanskrit josayata signifie, qui serait de la même racine, signifie il prend plaisir à. Et le sens ancien,
qui est distingué par la vue, voir distinctement, apercevoir, s'est éteint au XVIIe siècle, sauf en Suisse romande. Et alors le nouveau sens a été celui de préférer, de prendre de préférence, qui a éclipsé son doublet élire. On dit plus volontiers choisir que élire, sauf quand il s'agit des élections. Et ça survit dans les expressions qui qualifient la fine fleur d'une marchandise quand on dit que ces deux premiers choix, là se marient à la fois le choix et le goût. Au fond, pour nous, c'est du plus grand intérêt puisque l'hérésie dont nous faisons un drapeau trouve là à s'ancrer très profondément dans la langue, et ce qui est du registre du choix est aussi du registre du goût. Je dois dire que je n'avais pas cette référence de Beaufray et des dictionnaires quand j'ai écrit la chronique que vous avez peut-être lue sur Internet, où je parlais, j'évoquais le silence de la nature qui déprime les physiciens du collisionneur de Genève, et où, après m'être passionné pour l'article, il me revenait que c'était un grand classique, que la nature aime à se cacher, et que devant cette alternative, je disais finalement, pourquoi est-ce que les uns préfèrent psalmodier que la nature aime à se cacher et célébrer ce mystère, et d'autres, au contraire, s'affairent pour absolument la faire répondre, et qu'en définitive, ce choix est une question de goût. Eh bien, je me suis aperçu, en faisant cette toute petite recherche, que c'était fondé, qu'il y a une parenté entre choix et goût, et que le choix, ça n'est pas à penser seulement au niveau des idéalités, que les choix sont enracinés dans le corps, sont enracinés dans la jouissance du corps, et selon le terme que nous employons après Lacan, sont enracinés dans le saint homme. Ça, histoire de ne pas être les pharisiens de notre propre choix, que notre choix est le bon et celui des autres est nécessairement le mauvais. C'est une guerre du goût, selon l'expression si heureuse de Philippe Solers. Alors, ce registre qui a été le nôtre, ce registre du choix, ce registre de l'engagement, rentre en contradiction avec la notion la plus familière que l'on a, me semble-t-il, de la position analytique, sans doute moins chez nous qu'ailleurs, la notion qui définit la position analytique par la neutralité bienveillante. Et c'est ce qui a fait que, je peux le nommer, un psychanalyste qui a fréquenté Lacan, qui a eu de la considération pour Lacan, bien qu'il se soit surtout appuyé dans ses élaborations sur Jacques Derrida, un psychanalyste qui lui-même, à plusieurs reprises, s'est fort courageusement engagé sur des questions humanitaires concernant la psychanalyse, humanitaire et politique. Quelqu'un, donc je le nomme, René Major,
j'ai croisé ces temps derniers, et à qui je disais que nous avions cherché sa signature pour l'appel des psychanalystes contre Marine Le Pen, n'a pas pu s'empêcher à un moment de dire, mais est-ce que c'est bien au psychanalyste qui revient de faire ça? Et je me suis dit, si quelqu'un comme lui a ce doute, qu'est-ce que ce doit être les autres, nos autres collègues? Et certains même, bien entendu, dans l'école de la cause freudienne, qui a été unanime au niveau de ses instances, qui n'est pas nécessairement au niveau de ses membres. Et en effet, on s'aperçoit qu'on a fait, au fond, on a fait comme si c'était une position axiomatique du psychanalyste que de ne pas prendre parti. Le mot neutralité n'est pas dans Freud, c'est la traduction que James Strachey a donnée en langue anglaise de ce que Freud appelle en allemand Indifferenz, l'indifférence. Et mot qui figure dans le texte de 1925, Observation sur l'amour de transfert. Le texte de 1915, Observation sur l'amour de transfert, si je ne me trompe pas. Et neutralité bienveillante, comme syntagme figé, c'est, selon les références que j'ai trouvées, Bergler qui l'a installé en 1937. Vous connaissez Edmund Bergler, Lacan en parle au moins une fois dans son séminaire, c'est celui qui a écrit un livre qui était à un moment de référence, La névrose de base. Et l'usage de neutralité bienveillante est surtout fréquent chez nos collègues américains, anglais, l'Europe du Nord. En France, son usage a été modéré, mais malgré tout, ça constitue comme le wallpaper de la position analytique, la toile de fond qu'on ne voit plus, mais quand on s'en détache, il y a un petit malaise. Alors, considérons ce qu'il en est. Freud, en effet, dans les textes qui ont été à un moment, je crois que ça n'existe plus maintenant comme recueil, dans les textes qui étaient à un moment recueillis par les presses universitaires de France sous le nom de la technique psychanalytique, et sans doute à quoi Lacan se réfère quand il parle des écrits techniques de Freud, Freud, au fond, a essayé d'enseigner la position analytique dans la cure aux débutants. Et il y a une époque où tout le monde était débutant, sauf lui. Lui aussi. Bon. Et il y a par exemple donc le texte de 1912, Conseil aux médecins, qui est un texte important puisque c'est là que Freud conseille, c'est son petit A, son conseil petit A, conseille à l'analyste de maintenir la même attention gleichschwebend. Alors, c'est le mot qui me manquait dont je ne me suis pas souvenu quand, dans un dialogue avec Michel Onfray, j'essayais de lui expliquer que l'attention flottante, ça ne voulait pas dire que l'analyste pouvait dormir. Je voulais lui dire que Lacan avait bien restitué que c'était une attention égale. Et donc j'avais le mot Gleich en tête,
égal, mais j'avais oublié Schwebend. Et là, j'ai regardé rapidement le dictionnaire. Le verbe schweben, d'où est venu tout le mal, le verbe schweben, on distingue dans le dictionnaire, j'ai consulté 3 sens: planer, deuxièmement être en suspens, troisièmement flotter. Et sans doute, parce que c'était plus agréable à dire, on a choisi attention flottante, qui a l'air comme ça d'installer une sorte d'un flou, une hésitation, alors que c'est exactement la mise en suspens égale, afin d'éviter ce que Freud considère être un danger, de concentrer son attention sur un point, ce qui amène à sélectionner dans le matériel. Donc il demande qu'on ne concentre pas son attention afin de ne pas sélectionner, faute de quoi, dit-il, on ne trouve que ce qu'on sait déjà. Donc en effet, il demande à l'analyste dans son exercice de ne pas faire de choix préalable. En effet, il proscrit le choix au niveau de la cure, enfin au niveau de l'écoute. Et il donne cette attention égale, cet axiome, ce postulat de l'attention égale, il le donne comme la contrepartie de ce qu'est, pour l'analysant, l'exigence à laquelle il se soumet de tout dire sans choisir. Donc l'un ne choisit pas, l'autre ne choisit pas. Il recommande explicitement d'écouter sans se soucier de retenir, sans faire un effort de mémoire, assurant que ce qui sera nécessaire réapparaîtra au moment où il le faudra. Et les conseils, le conseil s'en déduit, le conseil B, de ne pas prendre de notes pendant la séance elle-même, mais seulement après. Donc une sorte de proscription de la mémoire, de l'inscription, qui impliquerait déjà un choix aussi, de faire foi à l'inconscient chez l'analyste. Et les conseils C et D concernent enfin, le souci scientifique. Si vous voulez faire un exposé scientifique avec le cas que vous avez, si vous voulez le communiquer, ne vous hypnotisez pas sur la nécessité d'être parfaitement exact, ce n'est pas là-dessus que ça repose. Et les cas parfaitement exacts, ils existent déjà en psychiatrie, et ce n'est pas là-dessus qu'on fera confiance, ce n'est pas là-dessus que jouera la confiance faite qu'on fera à vos développements. Et il demande aussi qu'on ne fasse pas, il variera par la suite bien sûr, et qu'on ne fasse pas au fond de construction conceptuelle pendant que le cas est encore actif, qu'on réserve ça, ou en tout cas qu'on sépare les moments où on est pure écoute et les moments où on est un constructeur actif. Autrement dit, attention au savoir. On sent que Freud ne veut pas que dans le discours analytique, ce soit le savoir qui soit le signifiant maître. Il ne veut pas que ce soit que le discours analytique vire au discours universitaire, pour le dire dans des termes lacaniens. Alors nos collègues de l'ASPP, quand ils réfléchissent sur la neutralité, ils sont embarrassés avant tout par
le fait que ça leur paraît très froid comme attitude. Ah oui, j'ai laissé tomber le dernier conseil de Freud aux médecins, le conseil petit e, où il conseille de prendre, c'est assez célèbre, prendre le chirurgien pour modèle, en laissant de côté toute réaction affective et jusqu'à toute sympathie humaine pour n'avoir qu'un seul but, mener son opération à bien. Bon. Donc ça fait frémir du côté de l'Institut qui éprouve le besoin de souligner qu'il faut quand même marquer de l'empathie aux personnes, ne pas être systématiquement inhumain, et donne comme exemple le fait que Freud, parfois pour débloquer une analyse, inviter l'analysant à déjeuner, etc. Bon. Donc ça les occupe beaucoup, et aussi les phénomènes de contre-transfert, leur contre-transfert qui viendrait ternir l'éclat de leur neutralité bienveillante. Bon. Alors on voit que ce qui vient tout naturellement aux analystes est d'étendre ce qui est la position standard, plus ou moins déduite de Freud, de l'analyse dans la cure, de l'étendre à l'espace hors cure. De telle sorte que l'analyste aurait à se promener comme l'indifférent, à se promener dans l'espace social comme l'indifférent, comme celui qui ne choisit pas. Au fond, ça a existé dans l'histoire. On ne sait pas très bien comment, on ne sait pas assez bien comment se tenaient les sceptiques de l'Antiquité. Ça a été une grande école, et même plusieurs écoles qui avaient des choses à se reprocher les unes les autres. Le scepticisme a été une grande attitude philosophique qui consistait précisément, les sujets connaissaient une certaine ascèse pour atteindre un point d'indifférence. Je dirais que le nom qui est encore, qu'on apprend dans les classes, d'ataraxie, un point d'anesthésie, où finalement on structure tout ce qui se rencontre en termes contradictoires, et on apprend au fond à balancer l'un par l'autre de telle sorte qu'on se retrouve comme libéré des liens qui vous attachent à un côté ou à un autre. Le tout, si on suit Sextus Empiricus, ses descriptions, les esquisses pyrrhoniennes, c'est animé par un désir fondamental qui est le désir de tranquillité. Et donc il travaille beaucoup pour atteindre, c'est une discipline, pour atteindre en effet ce point où on se promène dans l'existence tranquille. Et c'est très loin en effet de ce que nous propose aujourd'hui le point où nous sommes de la civilisation, mais donc, si je suis cette piste, l'année prochaine, je parlerai des sceptiques qui ont aussi beaucoup retenu l'attention de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit et aussi dans la philosophie du droit. Seulement, ce n'est pas comme ça pour les analystes. Et je dirais, ça n'est déjà pas vrai dans la cure. Le point où il s'agit d'être celui qui ne choisit pas, Freud est très précis, c'est dans l'exercice de l'écoute. On n'a pas de critères pour préférer, n'ouvrir les oreilles que quand le sujet parle de sa sexualité, les fermer quand
il parle d'autre chose. S'il ne parle jamais de sexualité, on s'inquiète, bien entendu. Bon, on se demande qu'est-ce qui se passe. Bon, il y a toujours la thèse et l'hypothèse. Mais enfin, le principe que pose Freud de cette indifférence, c'est à un niveau bien précis. Mais l'analyste dans la cure, évidemment, n'est pas indifférent, n'est pas un indifférent. D'ailleurs, déjà dans le conseil aux médecins, en tout cas dans l'observation sur l'amour de transfert plutôt, Freud institue comme une valeur de la psychanalyse à laquelle doit se soumettre l'analyste, l'amour de la vérité. Lacan fera plus tard des gorges chaudes. Mais c'est un choix, ça, l'amour de la vérité. Et disons tout simplement que ces termes cette indifférence, enfin, ne tient pas une seconde dans l'économie du discours analytique à partir du moment où il y a le désir de l'analyste, où nous nous référons à ce concept de Lacan du désir de l'analyste. Et c'est le désir de l'analyste qui se sert de l'indifférence comme un moyen. Et on peut même dire précisément de quel moyen. Il fait de lui-même un X dont le sujet aura à trouver la valeur, qui sera la sienne. C'est dans ce sens que Lacan peut dire que, dans sa proposition de la passe, que le désir de l'analyse, c'est son annonciation, c'est son énonciation à ce qu'il y tienne la place du X. Et disons, ce X, c'est l'indifférence freudienne. Alors, ce désir de l'analyste, ça avait retenu l'attention qu'à la fin du séminaire 11, Lacan dit « ce n'est pas un désir pur ». Ça veut dire que ce n'est pas un désir de rien. C'est un désir, disait Freud, d'obtenir la vérité. Qu'est-ce que nous dirions? Il y a beaucoup de formules se proposent. Un désir d'obtenir la réduction des identifications. Et Lacan l'oppose à ce qu'il décrypte chez les autres de la Société de Paris, à l'époque, le désir, au contraire, d'identifier le patient à certains traits de son analyste. Le désir de l'analyste s'exerce dans le sens d'obtenir la traversée du fantasme. S'il s'agit du fantasme fondamental, s'exerce dans le sens d'obtenir la construction du fantasme fondamental, d'obtenir la déflation du désir, d'obtenir la réduction des objets du désir à l'objet petit a, où on pourrait dire, en pensant au terme d'illusion qui figure dans le titre de L'avenir d'une illusion, dont nous parlons tout à l'heure avec Catherine Lazarus-Mathey, d'obtenir la réduction des illusions définies, que Freud définit dans L'avenir d'une illusion comme une croyance moi, c'est pas très bien traduit. Moi, j'ai l'édition des Puces. Je pense que ça a été mieux traduit dans l'édition de Lefebvre, du Seuil. Oui, ben j'ai pris mon exemplaire ancien. La motivation de la croyance et la réalisation d'un désir, quand la motivation prévalente de la croyance, c'est la réalisation d'un désir. Donc il dit, là, c'est comme ça qu'il définit la croyance illusion. Donc il y a un choix quant à ce qu'il s'agit d'obtenir. C'est bien la question
quand on établit l'analyse dans la position du sceptique, enfin, on l'établit sans le savoir, enfin, c'est la position historique du sceptique, on squeeze complètement, on efface la question de que l'analyse a bien choisi ce qu'il s'agit d'obtenir. Enfin, il dirige la cure de ce point de vue-là. Et non seulement l'analyste n'est pas neutre, mais on ne peut pas dire qu'il soit bienveillant, au sens où M. Bergler emploie ce terme, et où M. Macron le répand dans la société. Pensons à la page 619, je crois que c'est la page 619 des écrits de la direction de la cure, où Lacan met exactement en garde contre l'exercice de la bonté. La bonté, dit-il, ne saurait guérir le mal qu'elle engendre. Jamais la plus aberrante éducation n'a eu d'autre motif que le bien du sujet. Et disons, l'analyste n'est pas l'indifférent, n'est pas celui qui ne choisit pas, parce qu'il a une éthique. Le seul fait que, au fond, Lacan ait cru pouvoir développer une éthique de la psychanalyse comporte que, dans la position de l'analyse même, il y a un choix. Et remarquons que le mot éthique, ça n'est pas le mot moral, et qu'en tout cas, il inclut volontiers la politique, le terme éthique. Alors on s'imagine que le groupe, la masse, est d'un autre registre que celui du sujet. Ça aussi, c'est le wallpaper. Ça n'est pas pour nous, que nous n'avons pas la compétence. Et il est exact que sur un certain nombre de données spéciales, en tant qu'analyste, nous n'avons pas la compétence. Mais je dis que le groupe, la masse, n'est pas d'un autre registre que le registre du sujet, et le titre tel que l'a voulu Freud de Massenpsychologie et analyse du moi, l'analyse du Ich, l'analyse du sujet, en est le témoignage. En tout cas, Lacan l'entendait ainsi quand il nous décrit à la fin d'un texte qui s'appelle La direction de la cure, qui concerne la cure à tous ses niveaux, de tactique, de stratégie et de politique, comme il le distingue. Et dans les références de son texte Direction de la cure, il y a un texte anglais de stratégie, qui n'a rien de génial d'ailleurs, je me l'étais procuré jadis. Mais à la fin du texte Direction de la cure, il nous décrit un Freud, page 642, il nous décrit un Freud, vous connaissez certainement ces phrases pour beaucoup d'entre vous, qui a grondé comme cet homme de cabinet contre l'accaparement de la jouissance par ceux qui accumulent sur les épaules des autres les charges du besoin. À quel texte précis de Freud fait-il allusion? Sans doute à Malaise dans la civilisation, encore que ce ne soit pas absolument au premier plan, il y a peut-être une référence plus précise. Deuxième paragraphe, qui a interrogé aussi intrépidement que ce clinicien attaché au terre-à-terre de la souffrance, la vie sur son sens, et non pas pour dire qu'elle n'en a pas façon commode de s'en laver les mains, ça c'est contre les théories de l'absurde, etc., Camus et autres, mais qu'elle n'en a qu'un où le désir est porté par la mort, c'est la réponse heideggerienne de Lacan. Je dois dire que
s'est frappé à relire ce texte par cette expression « ce clinicien attaché au terre-à-terre de la souffrance ». Parce que, au fond, c'est ce que nous avons beaucoup fait dans l'école de la cause freudienne. Il y a un historien de la psychanalyse, qui appartient à la SPP, mais c'est un esprit assez libre, qui a écrit quelque chose sur nous à cette époque-là. C'est Alain de Mijola. Et il a écrit que l'école de la cause freudienne, et peut-être me cite-t-il à cette occasion, était partie sur un retour à la clinique. Et de fait, ça a été le mot d'ordre au début de l'école de la cause freudienne. Parce que l'école freudienne de Paris, ses membres étaient tombés dans un psittacisme de Lacan qui les éloignait des données fondamentales de la cure. Et sans doute j'étais porté à le remarquer, puisque moi-même, non médecin, non psychologue, je cherchais à apprendre. Il est possible aussi que, donc, d'un côté, ça s'explique par le désastre qu'était la production de l'école freudienne à l'époque. Ça s'explique aussi, sans doute, par le fait qu'avant, c'était quand même, la psychanalyse était aux mains des médecins, y compris dans ce qui avait précédé l'école freudienne de Paris, la Société française de psychanalyse. Et que les médecins se jugeaient être de plein pied avec la clinique. Là commençaient à arriver les non-médecins qui étaient les psychologues. Et on subissait aussi cette exigence qui s'est fait sentir de plus en plus lourde de la professionnalisation, de la spécialisation qui s'est marquée dans toutes les disciplines. Et donc, l'année 0, 1980-1981, a été en effet marquée par ce retour à la clinique qui a eu des incidences peut-être depuis 37 ans, qui a fait que nos publications sont en effet beaucoup faites de cas cliniques et que nous avons une langue commune de la clinique, que nous mettons très en avant la clinique, alors qu'on remarque que la clinique, c'est beaucoup plus discret chez Lacan. Et je n'ai pas retrouvé là, je n'ai pas cherché là, mais il y a des formules de Lacan contre ceux qui se poussent du col au nom de la clinique. Le clinicien, ça n'est pas son concept de psychanalyste. Et on le voit en particulier dans la querelle de la passe, où c'est souvent au nom de la clinique qu'on lui fait la leçon. Et donc, l'école de la cause freudienne, enfin, elle a grandi et elle s'est étendue aussi sur ce terre-à-terre de la souffrance et ce terre-à-terre de la cure. Le souci clinique a été dominant. Et il est possible que le sens de l'année 0 2017, c'est de dialectiquement corriger cela. Puisqu'en mars 2017, nous avons mis en acte
l'éthique de la psychanalyse. Nous avons été dans la continuité de Freud et de Lacan, de l'orientation lacanienne. Seulement, nous avons été en mesure de faire un acte en tant que ce que j'appelais, dans une conférence que j'avais donnée à Turin jadis, en tant qu'école sujet. Je m'étais permis de parler d'école sujet dans la mesure où Lacan avait donné pour titre à la revue de l'école freudienne de Paris Silicette, avec le sous-titre « Tu peux savoir ce qu'en pense l'école freudienne de Paris ». Donc Lacan faisait de l'école freudienne de Paris un sujet qui pensait. Eh bien, cette école sujet, ce qui était là, nous l'avons porté au registre de l'acte et qui a débouché sur des actions. Et je dirais que c'est la plus profonde et la plus ancienne inspiration de Lacan. Avant qu'il ne soit parfois freiné, furieux et déprimé de la collection d'analyses qu'il avait autour de lui, qui est un facteur qu'il ne faut pas oublier. C'est que dans les dernières années de sa vie, Lacan ne pouvait plus les voir en peinture. Et que contrairement à ce qu'on s'est imaginé, pour autant que je pouvais lui parler, dans l'intimité, je le retenais. Je le retenais de foutre un tel ou un tel à la porte, comme il en avait envie. C'est un fait sur lequel il faudrait s'interroger. Pourquoi, enfin moi j'ai vu ça comme ça à un moment, pourquoi ils étaient si incapables et pourquoi les gens de l'école de la cause freudienne sont tellement bien. Il y a un facteur, et en tout cas que l'atmosphère qui règne n'a rien à voir avec celle qui a conduit Lacan à dissoudre cette école. Donc là, j'arrive à cette page 321 des écrits que je vous ai envoyés, telle qu'elle figure dans l'exemplaire que j'ai baladé à travers le monde depuis 37 ans, et qui est une sorte de paragraphe, le paragraphe des injonctions. Enfin, c'est ça que je retiens d'abord dans cette page 321. Il y a une page d'injonction. Qui renonce à la pratique analytique, qui renonce donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Évidemment, c'est énorme. Et entrons là-dedans. Essayons de nous enseigner de Lacan, comme nous l'avons fait depuis 37 ans au moins. D'abord, pour lui, il y a des époques. Et au fond, ça ne se démentira pas. Bien sûr que son rapport à l'histoire va varier à 180 degrés, si on veut. Va varier à 180 degrés, puisque le rapport de Rome commence par prendre modèle sur l'histoire et ses découpages brodéliens. Et qu'il finira par dire « ne touchez pas à l'histoire ». Mais, même dans la construction des quatre discours, il y a un élément historique qui est incorporé. Lacan peut dire, en particulier dans cette conférence de Louvain que vous connaissez, mais que vous lirez bientôt dans la cause des désirs, il dit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans le discours du maître, que, en tout cas, il y a un discours qui s'est ajouté, qui est celui du savoir, où le savoir tient le haut du pavé. Bon, c'est une référence, il y a un élément historique qui est incorporé. Enfin, ici, il y a des époques, et il y a même l'idée que chaque époque a sa subjectivité. Qu'est-ce que c'est que la subjectivité d'une époque? Bon, c'est ce qu'on peut appeler l'esprit du temps, mais qui en français a un côté un peu futile.
c'est sans doute une référence au concept hegelien de Zeitgeist, mais s'agissant des époques, Hegel disait plutôt Geist der Zeit, l'esprit du temps. Alors qu'est-ce qu'il entendait par là? Bon, il entendait par là ce qui a été ensuite un pont aux ânes, ce qui a été mis en évidence historiquement, dans mon souvenir, je n'ai pas vérifié, dans mon souvenir, Jacob Burckhardt, dans ses études sur la Renaissance, a fait beaucoup pour le montrer, qu'à une époque donnée, la mentalité, la vie sociale, intellectuelle, culturelle, et surtout dans un même peuple, expriment ou ont en commun le même esprit. Et que l'époque, en cela, est une limite qui ne peut être franchie par personne. On ne saute pas par-dessus son époque. C'est donc l'époque, c'est une limite qui contraint les pensées. Et j'ai noté, j'ai trouvé la référence quelque part d'un livre que je n'ai pas lu. Pourtant, je connais l'auteur, qui est un grand empiriste anglais, qui a une importance dans l'histoire des idées, l'histoire de la logique aussi, John Stuart Mill. Il a écrit en 1831, et on se demande si c'est sous l'influence de Hegel, un livre qui s'appelle The Spirit of the Age, que je me procurerai. Donc ça a diffusé en tout cas cette idée. Et au fond, l'idée de la subjectivité d'une époque, ça exprime, ça désigne la cohérence d'une époque. Et finalement, quand Foucault parle des épistémés, que Kuhn parle des paradigmes d'une époque, on est dans le même fil, de chercher les cohérences. Alors bien sûr, on va dire qu'il y a des décalages, qu'il y a des survivances, qu'il y a des anticipations, mais c'est l'idée d'une saisie en cohérence d'un ensemble, à quoi s'ajoute la notion de subjectivité. La subjectivité d'une époque, c'est-à-dire en tant que réfléchie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Dans une subjectivité ou dans la subjectivité? Si on dit réfléchi dans une subjectivité, tout le monde va être d'accord. Il y a cet ensemble, et puis il y a ma petite subjectivité qui se répand, qui essaye de s'orienter dans cette époque. Non, c'est la subjectivité. Parce que le sujet, ça n'est pas l'individu. Le sujet, c'est le négatif de l'individu. L'individu, ça se désigne par des propriétés, par des qualités, par des attributs. Et ce que nous appelons le sujet, c'est un vide à cet égard. C'est ce que j'ai plus ou moins dit entre les lignes quand j'ai commenté le livre de Rancière pour dire que je n'allais pas le classer à une place donnée, parce que classer quelqu'un, c'est toujours le ravaler, le traiter comme un individu, bien que lui-même dise qu'il est un individu, parce qu'il n'a pas le concept lacanien de sujet. Ou cet effet ravalant du classement, on voit aussi quand notre ami Milner ramène ce que nous avons fait pendant cette période comme l'expression, la protestation de la petite bourgeoisie intellectuelle. Bon. Par rapport à ce dont il s'agit. Peut-être que d'un point de vue sociologique, c'est justifié, je ne le crois pas, mais c'est un peu en décalage avec ce dont nous parlons ici. Il faut dire la subjectivité, on peut dire la subjectivité d'une époque, parce que la subjectivité est transindividuelle. Non seulement le sujet ne se confond pas avec l'individu, mais c'est au fond l'axiome de Lacan dans tout le rapport de Rome,
que la subjectivité est transindividuelle. Et je me souviens comme de mon éblouissement, la première fois que j'ai lu Lacan, la première fois que j'ai lu ces lignes, page 257, c'était à l'époque dans la revue La Psychanalyse, le domaine de la psychanalyse est celui du discours concret en tant que champ de la réalité transindividuelle du sujet. Vous avez ça, page 257. La réalité transindividuelle du sujet. Là, j'ai flashé sur cette phrase parce que elle décoinçait brusquement de l'idée de l'individuel et du collectif, et elle montrait que, en effet, la subjectivité d'une époque, ça a un sens. Parce qu'il s'agit d'une réalité transindividuelle. Et alors, au fond, je me suis dit, mais quel est l'exemple topique que prend Lacan à cet égard, l'exemple mémorable et que tout le monde connaît et garde en mémoire, même s'il n'est pas lacanien, c'est celui des trois prisonniers. Les trois prisonniers, c'est l'exemple même de... ce sont trois individus, mais ils sont enclenchés, engrenés les uns sur les autres, de telle sorte que, au fond, ça fait une subjectivité. Et une subjectivité prisonnière, comme on est prisonnier de son époque, de ce point de vue-là. Alors, pour prisonnier de son époque, il faut voir, hier, Rosemarie Bognar a bien voulu m'apporter un livre d'un érudit hegelien, qui doit être très vieux maintenant, mais qui a été très savant et très utile pour lire Hegel, qui s'appelle Bernard Bourgeois, et qui a fait un petit livre qui s'appelle pour comprendre le temps présent avec Hegel. Et alors, lui qui a toujours commenté Hegel dans son temps, etc., il fait un grand effort pour parler du terrorisme, de la finance, etc., dans les termes de Hegel. C'est très court, je n'ai pas eu le temps de le lire entre hier et aujourd'hui. C'est un bel effort, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons tout le temps avec Lacan, en nous aidant de Lacan. Bon. Donc, ça... alors, c'est ce qui est rappelé, page 321 d'ailleurs, au deuxième paragraphe, au troisième paragraphe, mais l'on peut saisir du même coup que la dialectique n'est pas individuelle. N'est pas individuel, ça renvoie très précisément au caractère transindividuel, et au fond, on peut dire que ça n'a pas encore été compris. C'est que continuellement le sujet est rabattu sur l'individu, et l'idée de dire qu'une école peut être un sujet, ça paraît une fantaisie, ou alors l'idée d'une compacité d'un bloc, alors qu'il s'agit de la dialectique commune, de la dialectique transindividuelle dans laquelle des sujets sont engagés. Bon. Alors ça fait déjà 1h15 et je ne veux pas dépasser la demi-heure. Je vais prendre la deuxième phrase du paragraphe des injonctions, comme je l'appelais. Car comment pourrait-il faire de son être l'axe de tant de vie, celui qui ne saurait rien de la dialectique qui l'engage avec ses vies dans un mouvement symbolique? Bon, au fond, c'est déjà commenté si l'on veut. Ce que je soulignerai ici, c'est que de ce point de vue même transindividuel et dialectique, chacun est l'égal de l'autre. Lacan n'est pas porté à diminuer ses mérites, et il y a dans ce texte, à certaines pages, une certaine page, il y a une éloge de la subjectivité créatrice et du petit nombre qui supporte la subjectivité créatrice, qui montre qu'il a un sens élitiste assez développé, mais il y a un niveau où chacun est l'égal de l'autre, où le thérapeute, si l'on peut l'appeler par ce nom, est l'égal de son patient, comme Lacan le dit à d'autres moments, dans la mesure où l'un et l'autre sont les prisonniers de la même époque et qu'ils sont engagés dans la même dialectique. Et alors, je soulignerai le mot axe,
l'axe de temps de vie, en le lisant à partir de ce qui suit, c'est une claire référence à un savoir ésotérique. Et il y a chez Lacan un goût qu'on a oublié aujourd'hui, mais que Lacan a eu, et qui marque encore très fortement le rapport de Rome, c'est le goût qu'il a eu pour le savoir ésotérique. Il a fréquenté celui qui a été le grand ésotérique français, René Guénon, qui a une bibliographie énorme. Lacan l'a connu. Et Lacan avait de l'intérêt, évidemment, pour la symbolique imaginaire qui traverse les cultures et les siècles. D'ailleurs, il a illustré la revue La Psychanalyse avec un emblème alchimiste. Il y a là une continuité pour laquelle il avait un goût, et un goût qui était alors très présent et dominant chez les psychanalystes de la première, deuxième génération, qui ne voyaient que ça dans le symbolique, ils ne voyaient que les symboles. Lacan a fait le pas saussurien, mais il est resté attaché, et pourquoi pas, il faudrait y revenir, à ce qui est cette source anthropologique, artistique énorme des symboles imaginaires. Or, dans le savoir ésotérique, il y a un axe du monde qui fonctionne, qui est placé de différentes façons, mais qui est censé, au fond, donner au monde lui-même son ordonnance. Et il y a l'écho de ce savoir ésotérique dans ce mot axe, comme dans la suite où est évoqué la spire, dans la phrase suivante, Babel, le mundus et la vision mystique du serpent enroulé sur un bois éternel. C'est une image typiquement hermétiste. Alors, je prends cette phrase, qu'ils connaissent bien la spire où son époque l'entraîne dans l'œuvre continuée de Babel et qu'ils sachent sa fonction d'interprète dans la discorde des langages. On dira, si on lit vite, que ça veut dire qu'il soit de son temps, qu'il soit de son époque, qu'il connaisse le moment où il est de l'histoire, et ça dit un tout petit peu autre chose. Le mot spire, c'est la spirale. La spirale, dans les savoirs ésotériques, ça a le plus grand rapport avec le serpent. On vous explique précisément que dans toutes les cultures, il y a des danses qui consistent à imiter les mouvements du serpent. Alors vous avez tout, depuis la Mélanésie jusqu'à... Bon, et puis vous avez toutes les références antiques que vous voulez à ce sujet, et que il y a... j'ai téléchargé ça hier parce que sur Google, c'est un site ésotérique, Google regorge de sites ésotériques, j'en ai trouvé un justement qui était les vibrations de la vie ou les spires du serpent. Et je pourrais vous lire tout ça, où vous avez des références les plus amusantes d'ailleurs. Voilà. Vous avez la première spirale connue dans l'histoire de l'art, un talisman paléolithique provenant d'une sépulture rituelle de Sibérie, montre une septuple 2 x 3,5 spirales entourées de 4 spirales, et au revers sont 3 serpents sinueux. Le plus intéressant est de voir que le centre de la spirale est percé d'un trou qui indique la nature du principe. Ce point originel d'un autre ordre se vide plein de tous les possibles, et il y a le schéma de la spirale paléolithique. Et la spire de Lacan, loin d'être seulement l'invitation à soyez de votre temps, ce n'est pas le soyons absolument moderne de Rimbaud, ce que dit Lacan. Il dit soyez de votre temps, il le dit
avec un terme emprunté aux savoirs les plus antiques et les plus douteux, si l'on veut. Bon. Évidemment, alors j'ai cherché, hier j'ai passé beaucoup de temps sur Google pour trouver la vision mystique. Quelle était la vision mystique où on voit le serpent pourrissant de la vie s'élever sur un bois éternel? C'est évidemment l'image classique qu'on connaît par le caducée ou par le bâton d'Esculape. Le bâton d'Esculape, c'est le bâton avec le serpent qui l'entoure, symbole de la plus haute antiquité et qui a toutes les références. Bon, mais je n'ai pas trouvé de vision où il y a à la fois Babel, le serpent et le bâton. J'ai cherché, j'ai mis tous les mots, etc. J'ai cherché dans Jacob Böhm, j'ai cherché dans Claude de Saint-Martin, j'ai cherché avec tous les noms, pour l'instant. Le serpent de la Bible. Oui, mais il y a le serpent de la Bible, et qui est justement le bois de la croix et tout ça. Et il y a tout, mais il n'y a pas la vision mystique. Quand Lacan dit qu'il laisse à la vision mystique le soin de voir s'élever à l'emplacement de la tour de Babel, sur un bois éternel, le serpent pourrissant de la vie, je n'ai pas trouvé ça. Où il y est Babel, le serpent, etc. Bon. Donc, le serpent, c'est une... Vous voyez la référence. Alors, la spirale, c'est l'expansion à partir d'un point central, d'une courbe, qui va en s'éloignant, mais qui repasse au fond toujours par les mêmes points. Enfin, sous un certain angle, repasse par les mêmes points. Et donc on a à la fois le développement, mais on a en même temps la récurrence du même. Et évidemment, vu dans le sens contraire, ça donne au contraire la concentration sur le point nodal, ce qui pourrait servir de représentation à la cure analytique. Et d'ailleurs, dans le séminaire 1, il y a une représentation qui n'est pas loin de celle-là. Babel, qui est la référence que Lacan choisit, où son époque l'entraîne dans l'œuvre continuée de Babel. Alors, il faut commenter le mot œuvre, qui revient très souvent dans le rapport de Rome. C'est un mot vraiment hegelien, qui exprime le faire du sujet, son action, le résultat quand il ne reste pas dans son intériorité, mais qui s'accomplit à l'extérieur, c'est l'œuvre. Il parle de l'œuvre de Babel. Alors Babel, c'est une référence super ésotérique. Dans Jacob Böhm appelle Babel tout ce qui est la religion qu'il censure, et c'est très volontiers interprété, Babel, comme la seconde chute après le départ du paradis terrestre. La première chute, c'est Adam et Ève chassés du paradis, et dans les savoirs ésotériques, le moment où précisément est perdue la langue adamique, qui était la langue de tous et qui disait exactement les choses, la langue sans malentendu, alors c'est la seconde chute. Et donc, alors, celui qui sait le De Vulgari Eloquentiae de Dante commence par, et qui est là pour fonder la langue italienne, commence par la référence à l'épisode biblique. Voilà. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de parler quand il n'y avait que Dieu et Adam? Bon, donc il résout la question. Et donc Dieu a créé une forme déterminée de parler. C'est avec cette forme de parler, dit Dante, qu'a parlé Adam. C'est avec cette forme de parler qu'ont parlé tous ses descendants jusqu'à la construction de la tour de Babel, nom qui signifie tour de la confusion. C'est de cette forme de parler qu'ont hérité les fils d'Héber, que l'on appelle pour cette raison hébreu. Donc il y a l'idée que l'hébreu, c'est la langue adamique préservée, que les juifs sont les seuls qui ont gardé la langue adamique.
À eux seuls, cette forme est restée après la confusion, afin que notre Rédempteur, qui devait naître d'eux selon son humanité, jouisse non pas de la langue de la confusion, mais d'une langue de grâce. On a préservé la langue adamique chez les Hébreux pour que le Christ naissant juif parle la langue pure du départ, la langue sans malentendu. Et ensuite, il décrit la chute et on peut se référer à Paradis 26 ou dans la Divine Comédie, Paradis 26, on a le chant concernant Babel. Donc, vous voyez la référence. Et pour finir sur ceci, le mundus, c'est la fosse chez les Étrusques qui était destinée aux offrandes aux dieux souterrains. C'est donc et dont Lacan fait le trou central autour duquel s'enroule les spires. C'est donc un puits, et qui a un axe vertical. Donc le mot axe est là. Et ce qui est amusant, là je ne savais pas ça, je l'ai vu en vérifiant le mot mundus, c'est qu'il y a l'axe vertical et puis il y a les deux axes qui se croisent et qui définissaient d'ailleurs les villes romaines, l'axe nord-sud et l'axe est-ouest, dont l'un s'appelle le decumanus et l'autre s'appelle le cardo. Et Lacan a pris donc le mot de cardo pour le gond, pour son jury d'accueil, enfin l'accueil de l'école. Bon. Alors, la référence au serpent de la vie, c'est un grand classique, le serpent comme représente, pas le serpent, c'est pas directement le serpent d'Ève, c'est le serpent représentant la vie parce qu'il change de peau, et je donnais la référence, je ne vais pas la lire là maintenant, à Hegel. Quand Hegel parle du changement d'époque, précisément, il parle du serpent qui laisse sa peau. Bon, je ne vais pas lire le passage. Donc, au fond, c'est exactement représenter ce que Lacan appelle dans cette page la circularité sans fin du processus dialectique. Et on voit que là, il renouvelle, mais en s'en servant, en le bricolant, le stock des symboles ancestraux. Alors, par la suite, il deviendra beaucoup plus positiviste, si je puis dire. Par la suite, il dira par exemple qu'une tradition est toujours conne. Mais en attendant, ici, il puise dans la tradition et il dira aussi que ce qui fait sens est religieux. Mais en attendant, il pioche ici dans les plus anciennes croyances, aujourd'hui remises au goût du jour. Alors, je noterai simplement, puisqu'il est 11h30, je ne voulais pas aller au-delà, je noterai que dans cette page, il évoque la fin de l'analyse. La question de la terminaison de l'analyse est celle du moment où la satisfaction du sujet trouve à se réaliser dans la satisfaction de chacun, c'est-à-dire de tous ceux qu'elle s'associe dans une œuvre humaine. Là, au fond, on a une thèse très hegelienne, l'union de l'universel et du particulier. J'avais mis en marge une exclamation, SAD, parce que, évidemment, ça dément cette idée d'une satisfaction, la satisfaction de l'un qui conflue dans la satisfaction de tous. Et évidemment, dans Kant avec Sade, on aura au contraire mis au premier plan la non-réciprocité qui va empêcher cette vue idyllique. Mais Lacan, quand il évoque l'ascèse subjective de l'analyse, encore un mot ésotérique,
il l'évoque comme une ascèse qui ne sera jamais interrompue, la fin de l'analyse didactique elle-même n'étant pas séparable de l'engagement du sujet dans sa pratique. Et au fond, on a déjà ici, tout maintient bien sûr l'idée d'analyse didactique, on a comme l'esquisse de ce qui sera la passe plus tard, et l'idée que la fin de l'analyse conflue nécessairement avec une mise en acte de ce qui a été acquis dans l'analyse. Et d'une certaine façon, le pas de 2017 pour nous, c'est quelque chose d'analogue. C'est que nous avons mis 37 ans à ressasser l'éthique de la psychanalyse, et il y a eu un moment quand même, un moment d'urgence, quand se sont trouvés menacés dans la dialectique de l'époque, se sont trouvés menacés des choses qui étaient pour nous justement du wallpaper, la liberté de parler, la liberté de se réunir. Nous avons senti que peut-être ça pourrait être contraint, comme ça l'est dans un certain nombre de pays du monde et de pays d'Europe maintenant. Et bien après une incubation de 37 ans, ou peut-être de 53 ans, au fond, nous avons mis en acte quelque chose de ce savoir, et ça pourrait être la passe de l'école sujet, en quelque sorte. Voilà. Bon. On ne va pas trop applaudir. Je ne sais pas si on...